Bonjour. On va commencer tout de suite. Si jamais vous voyez cette vidéo en live sur Facebook, n'hésitez pas à vous joindre à nous sur le lien Zoom. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite activité qui s'appelle Dessine-moi un artefact, qui est un atelier jeunesse. Ensemble, on va dessiner un petit peu les sols archéologiques, mais aussi des artefacts. Donc, pour ma part, je m'appelle Camille Thériault. Je suis étudiante en archéologie à l'Université Laval. Je travaille aussi en tant qu'étudiante au ministère des Transports. Je m'intéresse principalement à ce qui est la mise en valeur du patrimoine archéologique, mais aussi tout ce qui est 19e siècle dans les villes. Donc, j'ai bien hâte qu'on commence cette petite activité-là. Donc, qu'est-ce que l'archéologie? Donc, si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être une petite idée de ce que c'est, mais j'ai quand même des choix de réponses pour vous. Donc, est-ce que c'est l'étude des dinosaures? Là, c'est un peu une attrape. Je vous le dis tout de suite, c'est peut-être pas ça. Est-ce que c'est l'étude des pierres? On voit ici dans la photo un beau vestige en pierre, ça pourrait peut-être être ça. Sinon, est-ce que c'est l'étude des vestiges matériels pour comprendre le passé de l'humain? Eh bien, vous l'avez deviné, c'est effectivement l'étude des vestiges matériels pour comprendre le passé de l'humain. Bien sûr, les archéologues vont étudier les artefacts, les écofacts, les vestiges au sol, que ce soit en pierre, en bois, pour essayer de comprendre justement toute l'histoire de l'humain. Et il y en a beaucoup de fouilles archéologiques aussi qui se passent au Québec. On a beaucoup de chance d'avoir un programme à l'Université Laval comme ça. Donc, pensez-vous que les archéologues sont aussi des artistes? Là, vous voyez, je me suis laissé aller, je me suis mis un béret et des pinceaux comme si j'étais Picasso. Eh bien, tout simplement pour vous montrer qu'en quelque sorte, oui, parce que les archéologues doivent souvent dessiner, que ce soit sur le terrain ou au laboratoire, pour justement mettre en valeur les vestiges ou les artefacts et mieux comprendre comme ça. Et c'est pour peaufiner l'analyse qu'on va faire des dessins. Donc, il faut souvent sortir ses plus beaux crayons et se mettre à la tâche pour faire des beaux dessins. Et on continue, mais en réalité, sur le terrain, on n'apporte pas nos pinceaux. Ça a plutôt l'air de ça ici. Oups, excusez-moi. En fait, on va souvent avoir des plateaux en carton où on va mettre nos feuilles sur le terrain pour pouvoir justement bien dessiner pour que ça soit bien plat. Vous pouvez voir ici au sol, il y a aussi une forme de grillage qu'on peut apporter pour bien dessiner les vestiges. Ça nous permet de mieux prendre les relevés des pierres, par exemple, au sol, pour que ce soit plus facile pour nous sur nos feuilles, qui sont souvent quadrillées comme celle-là ici. Vous pouvez voir ici Clotilde en bas, qui faisait aussi un dessin de paroi. Elle essayait justement de représenter ces boîtes-là sur la paroi avec son dessin. Donc, vous pouvez voir, c'est très, très, très utile et on l'utilise beaucoup. Avant de commencer les fouilles, peux-tu nommer les outils qui te seront nécessaires? Parce qu'aujourd'hui, au-delà de faire des dessins avec moi, je vous propose de partir en fouille archéologique. Vous allez voir, ça va être un parcours immersif et j'espère qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Mais avant de partir, il faut bien sûr s'équiper parce qu'on ne peut pas juste y aller en short, là. On ne peut pas y aller en t-shirt, là, ça ne fonctionne pas parce que c'est un métier, on est des professionnels et surtout, il faut penser à la sécurité. Et donc, pour commencer, il faut penser justement à la sécurité. On va mettre un casque et on va aussi penser à autre chose. On va penser aux gants, bien sûr, pour être sûr de ne pas s'égratigner rendu au sol. Maintenant, les archéologues, comme c'est souvent en chantier de construction et pour ne pas se blesser, on va aussi mettre des bottes. Et puis là, maintenant, on va souvent avoir une trousse à outils qui peut soit être sur nous, on va le mettre sur le côté. Là-dedans, on va par exemple soit mettre des crayons pour prendre des notes rapidement. On peut aussi mettre des bouts de papier, un carnet pour pouvoir aussi prendre des notes. On va aussi apporter le meilleur ami de l'archéologue, qui est une truelle, pour bien racler les sols. La truelle, c'est un tout petit outil qui va nous permettre... Ah, regardez, j'en ai une ici, comme ça ici, et qui va nous permettre de vraiment bien racler le sol avec précision pour aller chercher les artefacts et pour bien comprendre la couleur et la texture du sol. Et puis ensuite, on va apporter des seaux aussi, parce que toute cette terre-là qu'on enlève, il va falloir qu'on la mette ailleurs. Et puis, on part. C'est les fouilles qui commencent. On se dirige sur le terrain, il fait chaud. Il faut souvent se rendre dans des endroits éloignés en tant qu'archéologue.
Il fait beau, on prend le temps de regarder lorsqu'on est en haut. Ah! Et là, on a beaucoup de chance. On commence un terrain avec cette vue-là. Il faut en profiter. Ce n'est pas tout le temps que ça a lieu. Super, on commence. Justement, on décide de faire une délimitation d'un beau rectangle pour nos fouilles. On commence par enlever tout ce qui est le gazon, toute la première couche supérieure. Et puis là, on va voir qu'est-ce qui se passe sous cette couche-là. On enlève la première couche. On continue. Ensuite, on s'est fait un petit carré ici. On continue, on enlève la deuxième couche de sol. C'est notre carré de fouille qu'on s'est délimité. Et puis là, soudainement, on découvre un artefact. Et c'est celui-là qu'on va justement dessiner tout à l'heure, les chanceux. Puis on arrive, on se rapproche, puis à la fin des fouilles, on se rend compte qu'il y a quelque chose en paroi qu'on veut essayer de dessiner. Et c'est là que je vais vous demander de sortir votre papier. Vous avez justement un lien pour les feuilles de papier si jamais vous voulez dessiner. Et on voit ici en paroi un petit quelque chose de particulier. Vous voyez ici, on dirait que quelqu'un a creusé un trou et on dirait que c'est une fosse et on voit plusieurs choses à l'intérieur. Donc, avant toute chose, combien de couches est-ce qu'on peut compter? Donc, on peut voir, on peut observer ici avec différentes teintes, des différentes textures, une série de couches qui se suivent. Puis, on va commencer, moi personnellement, j'en vois 1, 2, celles-là, on va les compter ensemble, 3, on va voir ici la fosse aussi, on va le compter comme étant un seul, 4, et puis ensuite, celle au sol, 5. On va voir si c'est bon. Super! Parfait. Donc là, on va commencer le dessin parce qu'on veut bien le représenter pour bien le comprendre. On va commencer, on va sortir nos outils. Vous pouvez voir, et c'est là où la règle va être bien utile. Donc, vous voyez ici, moi, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui pour que ce soit plus simple, la ligne supérieure, ça va être le 0. Super, on va partir la vidéo ici, et on va prendre notre temps, puis on va le recréer ensemble. Donc, on voit justement que la ligne, on va commencer par écrire dessin d'une paroi de sol. Super. Et puis ensuite, on va tracer une ligne de 13 cm vers le bas, une ligne de 15 cm. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer ici le carré de fouille, donc 13, 15 sur le long. Ensuite, et on délimite bien le carré. Parfait. On va faire une petite pause ici. Super. Et 13. Parfait. Puis là, maintenant que notre carré est bien défini, on va essayer de localiser nos points. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque 5 cm, on va prendre une série de points pour chacune des couches. On va le faire une ligne à la fois. Donc, le premier, ça va être à 0 cm ici. Le deuxième, ça va être à 5 cm. Le troisième, ça va être à 10 cm. Et le quatrième, ça va être à 15 cm. Donc, sur notre feuille, on va commencer par le 0 cm. Super. Donc, vous pouvez voir ici, les premières mesures, c'est à 1,3. La deuxième, c'est à 3 cm. Et la troisième, c'est à 3,5. 1,3, 3 cm et 3,5. Super. On va prendre le temps de le faire. Super. Donc, vous voyez ici sur la vidéo, j'ai pris la peine de tracer aussi, d'inscrire les chiffres pour que ce soit plus simple aussi. Je vous invite à le faire. Ça va vous faciliter la tâche. Ça va être plus rapide. Et on va effacer ces chiffres-là plus tard pour être sûr de bien représenter la paroi. Puis 3,8. Super, on est rendu à 10 cm. Ici, on a les données à 1,1, 2,5, 3,5, 3,7, excusez-moi, et 8,5. Super.
Puis on va continuer ici pour la ligne du 15. On a une donnée à 1 cm, 2,3 et à 3 cm. Super. Puis on continue. Là, en ce moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les relier ensemble pour représenter. Vous voyez ici. Super. On va faire un trait. Oh, juste un petit moment. On est rendu à la deuxième ligne qu'on va tracer ici. Super. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une paroi qui était assez facile. Là. On peut voir que les 3 premières lignes, c'est des lignes droites. C'est bon? Hop. Excusez-moi. Et on recommence. Super. Ici, la troisième, je vais reculer pour la... Okay, on recommence la ligne droite. Ici, celle-là est un peu plus difficile. Donc, c'est pour ça que l'archéologue doit aussi être un artiste, c'est parce qu'il faut bien regarder la paroi et au-delà des données qu'on va reprendre sur notre aide, il faut aussi essayer de bien comprendre la limite, les limites et les tracer nous-mêmes, même si on ne prend pas les données. Là. Vous pouvez avoir, faut que ça ait l'air pareil, mais si les données ne sont pas exactes, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez juste faire un trait là, sans problème pour relier les limites. Et puis, on va faire un beau cercle ici pour aller chercher justement les données plus basses, donc à 9,4 et 8,5. Vous voyez, c'est normal d'effacer. Il n'y a pas de problème, tout le monde le fait. Super. Et puis là, maintenant, ce qu'on va faire, si vous voulez aussi vous aider, vous pouvez prendre ça. Moi, j'ai fait le point ici à 1 cm sur la ligne des X et à 4 cm sur la ligne des Y. Ici, à 3,2. Super. Et puis maintenant, on va identifier les couches. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez vous en rendre compte. Moi, j'ai beaucoup de qualités en tant qu'archéologue, mais j'ai plus de facilité à faire des présentations comme celle-ci que de dessiner. Vous allez vous en rendre compte plus tard aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trames pour identifier les différentes couches de sol, pour que d'un regard, on se rende compte de la paroi qu'on a devant nos yeux. Super. Et avant toute chose, on va aussi identifier. On va faire les carrés sur le côté. Et ça, là, ça va être notre légende pour plus tard. Ces carrés-là, on va inscrire la trame. On va inscrire les dessins qu'on va avoir faits. Puis ensuite, on va inscrire à côté aussi quelle couche il y a. Donc, par exemple, ici, ça va être, on identifie la légende, bien sûr. Donc, couche 1, couche 2, couche 3, couche 4 et couche 5. Donc, super. Et là, maintenant, on va commencer, on va effacer les données qui ne seront plus nécessaires. Là, si ça va trop vite en ce moment, je peux faire pause ici pour que tout le monde ait le temps. Ça allait rapidement un petit peu. Vous allez bien sûr pouvoir retrouver la vidéo sur le site après et sur YouTube. Vous pourrez faire pause sans problème. On va continuer, on va effacer les données, bien sûr. On va terminer, on va prendre les dernières notes. Super. OK. Et on continue pour effacer les données. Oh, excusez-moi. Parfait, on efface. Super. Et puis là, on va commencer. Moi, personnellement, j'aime ça faire des petits signes de gazon directement en haut de ma couche. Parce que comme on peut voir ici, il y avait de la verdure. Ici, et ça va représenter justement qu'on a du gazon en haut. Donc, moi, pour la première trappe, j'ai décidé de faire une série de picots. Mais là, en ce qui concerne la légende, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ça peut être des petits X, ça peut être des picots, ça peut être des lignes, des traits. Il n'y a pas de problème. Ça, là, c'est tout simplement une idée pour pouvoir le faire. C'est une suggestion. Je vais vous laisser le temps de le faire si jamais vous nous suivez sur Facebook ou autre.
faire la trame rapidement. Pas besoin d'en faire trop non plus. On ne veut pas rendre ça trop lourd. Et on l'identifie aussi après dans notre petit carré pour être sûr de ne pas oublier. On est rendu à la 3e couche. Là, moi, j'ai décidé de faire des traits qui vont se croiser à la diagonale. Mais vous pouvez faire encore une fois ce que vous voulez, il n'y a vraiment pas de problème. On peut même faire des zigzags. On peut faire, par exemple, ce que vous voulez, des bonhommes allumettes même, ça serait possible. Donc, vous voyez, cette trame-là prend un peu plus de temps aussi. On va être sûr que ce soit bien fait. Super. Puis là, on est rendu à la 3e trame. Là, si vous êtes comme moi et vous ne saviez pas quoi faire, j'ai décidé tout simplement de faire des petits zigzags. Bon, c'est sûr que sur le terrain, ce n'est pas nécessairement une trame qui est privilégiée. Mais dans le cadre d'aujourd'hui, pour un dessin d'une paroi, je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Même que j'ai trouvé ça un peu rigolo de mettre ça. Super. Continuez encore une fois. Pas trop lourd. On ne veut pas faire des gros traits très foncés. Parce que ce que ça va faire, c'est que si on fait plusieurs couches avec des gros traits foncés, on va se perdre sur le plan. Puis ça va être difficile à regarder et à dissocier les couches. Et là, pour la dernière, pour être sûr que ce soit justement pas trop lourd, j'ai juste décidé de faire des petites taches un peu partout. Là, on va continuer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre le côté plat ici de mon crayon pour juste faire des petits zigzags un peu partout. Encore une fois. Super. Vous voyez, en ce moment, ça a été très rapidement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'elle est bien représentée, la paroi, on peut voir vraiment, ça illustre super bien ce demi-cercle-là qui est dans la paroi. Je vais rester un peu plus longtemps sur cette diapositive-là pour que vous ayez le temps de prendre les notes si jamais vous le faites à la maison. Donc, on peut voir justement ce demi-cercle-là qui est super bien défini dans notre couche la plus basse. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, un endroit où il y avait une fondation? Bon. C'est peut-être pas exactement ce de quoi ça aurait l'air. On aurait vu plus des pierres organisées. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être un ancien mur de briques? On voit justement des briques ici, là, sur le côté. Est-ce que ça pourrait être ça? Encore une fois, ça serait un peu plus organisé. Est-ce que ça pourrait être une grosse fosse pour les latrines? Une fosse pour les latrines, c'est encore plus large, puis habituellement, c'est un peu plus profond. Ça ne tend pas nécessairement à ça. Moi, ce que je vois ici, c'est probablement un trou qu'on a creusé pour peut-être mettre une série de déchets ou autre. Habituellement, ça serait plus profond, mais pour les biens de l'exercice, il me semble que ça cadre bien. Puis surtout, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'ancienne diapositive, on a trouvé un artefact à l'intérieur. Mais après, on en a trouvé beaucoup plus. Donc, peut-être que c'est justement des gens qui ont creusé un trou dans le sol pour tout mettre leurs déchets de la maison à cet endroit-là. Ça aurait bien du sens parce qu'on voit justement dans la collection d'artefacts qu'on a été chercher, qu'on a trouvé, on va les voir plus tard, on a trouvé beaucoup d'objets qui semblaient être quand même bien intacts. Donc ici, cette fosse-là, justement, vous pensez qu'elle a été creusée quand? Qu'est-ce qu'on peut analyser? Il y a différentes couches, super. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on l'a vu. Est-ce que vous savez laquelle est arrivée, laquelle est la plus récente? Moi, je pense vraiment, pensez-vous que c'est la 5? La 3, la 2? Ben, je pense que la plus récente, là, je pense que ça pourrait être la 1. Qu'est-ce que vous en dites? On l'enlève. En fait, même juste en haut de la 1, on enlève la couche numéro 1. Ça, c'était une couche là, avec plein de racines, justement, du gazon qui était en haut. Bon, il y a la couche. Ensuite, si on y va dans l'ordre, ça va être probablement la couche 2. Vous voyez ici, dans la couche 2, on ne l'a pas représenté, mais si vous voulez le faire à la maison, on peut représenter la pierre. La pierre ici, sur le côté, là, peut-être qu'elle va nous indiquer autre chose. Parce que pour l'instant, dans la couche 2, on n'a trouvé rien d'autre. Il y a juste cette pierre-là. Mais peut-être qu'en continuant les fouilles sur le site, on va se rendre compte que dans le fond,
c'était le début d'un mur de pierre, puis on ne le voit pas en ce moment. C'est aussi ça qui peut être un enjeu, mais c'est la raison pour laquelle ça aurait été intéressant de le représenter. Donc, ensuite, on avait dit, dans l'ordre, la deuxième plus récente, je pense aussi que c'est la couche 2. Ensuite, la troisième. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la troisième, on le voit un peu ici, là. On dirait que c'est de la pierre, on dirait que c'est de la terre presque compacte. On voit même un lit de pierre sur le, des tout petites pierres qui ont été déposées. Et celle-là, elle recouvre notre fosse. Puis ici, si on voit, est-ce qu'on pense que la fosse a été creusée avant ou après la pierre? On peut voir ici qu'on dirait que notre couche la recoupe. Donc, on peut penser que cette couche de pierre-là et de terre plus compacte a été déposée pour recouvrir justement la fosse. Ou d'abord, on l'a déposée après. Elle coupe la fosse complètement. Donc, ensuite, on a bien sûr la troisième qui est la plus récente, comme on vient de le dire. Et puis là, à ce moment-là, ce qu'on peut penser, c'est qu'on est rendu à la quatrième couche la plus récente. On a creusé. Donc, on a d'abord creusé, puis ensuite, on a jeté les déchets. On a comblé justement cette fosse-là. Donc, ça va être elle, la quatrième, la couche la plus récente. Puis ensuite, on a notre terre. Elle, on n'a pas trouvé d'artefact ou quoi que ce soit. C'est notre sol naturel. Et dans ce sol naturel-là, justement, là, ce sol était en place avant même l'arrivée des personnes sur le site. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lors des fouilles, on a réalisé, on pensait fouiller la cour arrière d'une habitation, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus riche que ce qu'on pensait. Puis avec la fouille d'archives et de documents anciens, on s'est rendu compte que c'était une famille en particulier qui y vivait. Puis on va essayer de comprendre le mode de vie de cette famille-là plus tard. Super. Maintenant qu'on a les sites, on a terminé les fouilles. Puis là, vous voyez, on voit un peu la tranchée qu'on a sortie tout à l'heure. Là. On voit tous les objets qui sont sortis. Et il y en avait, là, ça n'avait pas de bon sens. Puis vous voyez ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, le meilleur ami de l'archéologue, la truelle, on peut voir justement deux archéologues qui l'utilisent. Puis on peut voir justement avec un bac, on peut voir les seaux sur les côtés, leurs gants, leurs casques, comme on a vu tout à l'heure. Puis là, une fois qu'on a ramassé tous les artefacts, une fois qu'on a ramassé tout ce qu'il y avait sur le site, on décide justement d'aller au laboratoire. Et au laboratoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer les artefacts. Parce que les artefacts dans la Terre ne sont pas toujours très, très propres. Hein? Des fois, il y a de la terre qui est incrustée parce que c'est des objets qui sont dans le sol depuis des centaines d'années, des fois. Là. Donc, ça peut être très, très, très sale. Et tout dépendamment quel type d'artefact qu'il y a, bien, ça se peut que les objets soient plus difficiles à laver que d'autres. Donc, là, vous voyez, par exemple, je suis sur la photo, c'est moi, je suis en train de brosser du métal. Et ça, brosser du métal, c'est particulier. Il y a beaucoup parce que c'est des objets très, très, avec beaucoup de corrosion. Puis sinon, quand on lave des artefacts, notre meilleur outil, c'est habituellement, j'espère que vous allez être surpris, c'est une brosse à dents. Oui, c'est ça avec quoi est-ce qu'on se brosse les dents. Là. Nous, les archéologues, on utilise une brosse à dents pour laver les artefacts. Puis là, on va tout laver nos tessons avec de l'eau. Hein, on va les nettoyer comme il faut. On va brosser, par exemple, les os. On va brosser le métal. Puis là, après, on va les laisser sécher. Puis ensuite, on va analyser la collection. Parce que, pour l'instant, tous les artefacts qu'on a trouvés ressemblent à ça. Là, on peut voir combien est-ce qu'il y a d'artefacts. Là, en ce moment, c'est seulement un petit échantillon. C'était pour la couche de sol, la fosse à déchets qu'on a trouvée tout à l'heure. Il y en a combien en ce moment des artefacts? Donc, on va les compter ensemble. Donc, en ce moment, moi, j'en compte 17. Est-ce que ça a de l'allure? J'imagine. Donc, mais maintenant, ces 17 artefacts-là, je ne sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'il y a des artefacts qui se ressemblent. On dirait comme une pièce de casse-tête, on dirait qu'on peut les rassembler ensemble. Et ça, là, lorsqu'on les rassemble, ça va faire des objets. Donc, combien d'objets, combien de mini casse-têtes est-ce qu'on compte ici? Donc, moi, ici, j'en compte peut-être un ici, ça ressemble à aller ensemble.
peut-être avec ça ici, on dirait une trompe d'éléphant presque. Et ensuite, il y a peut-être cette assiette-là ici, on dirait que c'est le même décor. C'est elle qu'on a trouvée tout à l'heure, justement. Super. Ben, ici, celui-là, il ressemble vraiment ressembler à l'autre. Ça, c'est presque sûr. Et puis ici, peut-être que ça pourrait être une tasse. Pensez-vous que celui-là ici aussi va avec la tasse? Ah, on dirait qu'il rentre exactement ici. Super. On a ici ce qui semble être un goulot de bouteille. Et justement, il y a une bouteille ici. Et puis, on a ce qui semble être un vieux peigne à cheveux. Ici, on voit la fin. Donc, on va voir si on a raison. Pour l'instant, j'en aurais 1, 2, peut-être la tasse 3, 4. Ici, on a une semble être une petite tête de poupée. 4, 5, 6, 7, 8. On va aller voir. Oh! Maintenant qu'on essaie de les rassembler ensemble, eh bien oui, on dirait que ça se rassemble aussi. Ça se rassemble, ben oui. Super, on voit le peigne. Ici, on a la tête de poupée. Et ici, on a la bouteille. Mais vous voyez, on a effectivement 8 objets, comme on l'avait trouvé tout à l'heure. Puis là, maintenant qu'on a ces artefacts-là devant nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, là, vous le voyez peut-être pas parce qu'on dirait que c'est une grosse soucoupe, là, mais dans la réalité, elle est peut-être petite comme ça ici. Comme ça ici. Eh bien, cette soucoupe-là, là, en regardant dans les catalogues d'objets, les catalogues de collectionneurs, tous les sites Internet là, sur les objets anciens, on se rend compte que cette assiette-là, cette soucoupe-là en particulier, eh bien, elle faisait partie d'un assemblage qui était pour des jeux pour enfants. C'était un jouet, tu sais, comme par exemple les petites tasses, l'ensemble de vaisselle de thé miniature pour les enfants, mais ça en faisait partie. Et vous savez quoi? Vous voyez ici, on peut voir un chien. Eh bien, le décor s'appelle Saint-Bernard, parce qu'ici, ce qui est représenté, c'est un Saint-Bernard qui joue justement avec un enfant ici. L'enfant, il tient un bâton de bois dans sa gueule. C'est drôle, hein? Puis ici, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi? Ici, encore une fois, l'échelle est un peu particulière, mais c'était tout petit, tout petit, tout petit. Eh bien, si on pense ici que c'était un jouet pour enfants, peut-être que ça aussi, c'était un jouet pour enfants. Mais oui, quand on regarde les sites, encore une fois, quand on consulte toutes nos sources, on se rend compte que c'était un tout petit pot, un tout petit contenant à bec verseur pour verser des liquides pour les enfants, encore une fois, pour qu'ils jouent. Et puis, vous savez quoi? La petite tasse en haut, qui était en porcelaine, environ dans les mêmes dimensions, devait faire partie du jeu pour enfants parce que c'était effectivement une petite tasse pour prendre le thé pour les enfants. Puis encore une fois, on regarde dans les objets, on voit, bon, c'est sûr qu'il y a des objets qui sont plus associés à la vie de tous les jours. Ici, si vous êtes capable de lire en anglais, c'est ointment. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est de l'onguent en français. Donc, c'était un produit justement qui était lié à l'hygiène appliqué. On peut voir ce qui est particulier avec ce contenant-là. C'est un couvercle d'un petit contenant. Et puis, ce couvercle-là nous donne beaucoup d'informations. On a l'endroit où ça a été fait, l'année où ça a été fait, la quantité qu'il y avait dans le contenant et le fabricant. Bref, juste ce petit couvercle-là nous dit beaucoup sur l'objet. Puis là, maintenant, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Cette tête-là, ça fait peur. J'aimerais pas ça. C'est une petite tête, là. C'est lorsqu'on l'a trouvée, on était bien surprise. Mais en fait, cette petite tête, c'est une tête de poupée. Puis à l'époque, dans les marchés ou aux endroits où on allait acheter les produits, les parties de la poupée étaient vendues en petits morceaux. Donc, par exemple, on avait la tête, on avait les bras, on avait les pieds. Puis, justement, on pouvait faire un corps qui était en tissu, en chiffon.
Et puis, on pouvait rattacher justement les parties qui étaient en céramique. Et ces morceaux-là en céramique, comme par exemple la tête, avaient souvent des trous ici qui permettaient de le rattacher et de le coudre sur le côté. Super. Donc ça, c'est une très, très belle trouvaille, vraiment, là. On a aussi des peignes qui est associées à la vie de tous les jours. On a finalement une toute petite figurine qui était en caoutchouc, qui nous indique aussi qu'il y avait des enfants sur le site. C'est sûr, sûr, sûr. Et puis, sur le côté, on a la bouteille qui pouvait contenir probablement différents types d'alcool, qui nous indique justement peut-être qu'il y avait des adultes aussi sur le site. Super. Donc, on continue. Et puis là, on passe au second dessin. Là, je vous ai parlé de l'assiette tout à l'heure. Là. On va sortir nos plus beaux talents pour dessiner, mais vous allez vous rendre compte, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas la meilleure pour faire des dessins. Je vous le dis tout de suite. Je suis désolée à l'avance. Mais ça va être vraiment le fun qu'on puisse le faire ensemble. Donc, pour vous aider, j'ai tout de suite mis les échelles ici. Donc, vous pouvez voir ici, l'objet a un diamètre de 12 cm. Donc, ce qu'on va faire, parce que vous pouvez prendre votre feuille de tout à l'heure, la tourner. Là, on va prendre justement une page blanche. Et là, vu qu'on sait que la soucoupe, c'est un cercle, on va calculer 12 cm d'abord en haut. D'abord, on va inscrire le nom du dessin. Super, dessin d'un artefact, ça va être une soucoupe, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et puis là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retracer sur mon dessin le 12 cm, comme ce qui est illustré ici. Puis moi, pour m'aider, j'ai encore une fois tout marqué mon 1 cm, 2 cm, 3 cm, parce que ça va m'être utile plus tard. On va mettre le 6 au milieu parce que la moitié de 12, c'est 6. Super. On va encore une fois identifier les chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça du centre. Parfait. Maintenant qu'on a ça, donc, pour tracer un cercle, ça peut être très difficile de tracer un cercle. Hein, de tracer tout de suite là, sans se donner plusieurs mesures. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je prends mon centre à la rencontre de mes 2 points et je vais faire des points à chaque 12 cm partout. Super. Fait qu'on va chercher le rayon, puis là, on va en faire partout des points. Parfait. Mais à chaque 6 cm. Donc, vous voyez, je fais le tour comme ça. Parfait. OK? Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je fais un point aux 12 cm et un point au bout de ma règle. Donc, vous pouvez voir, là, quand je vais avoir terminé, je vais avoir une série de points. C'est ce que ça devrait donner ici. Et ça, pour faire cette série de points-là, ça va vraiment nous aider pour faire un cercle presque parfait. Mais bien sûr, si vous avez un rapporteur d'angle à la maison, si vous avez un rapporteur d'angle ou un équerre à la maison, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être plus rapide. Super. Donc là, on va relier les petits points ensemble et ça va faire un cercle presque parfait. Puis là, on va pouvoir s'ajuster aussi plus tard en effaçant des petits morceaux si jamais on ne réussit pas à faire un cercle parfait. Puis là, ce qu'on va faire, moi, ce que je vous propose en ce moment, c'est qu'on va représenter tout de suite le bord ici. Ce petit décor-là. Là, ici, on peut voir qu'on dirait que c'est à 10 cm, mais là, pour le dessin, on va dire que le bord est tout le temps à 1,5 cm. Donc, en illustrant ce bord-là, ça va nous aider pour faire le décor sur le côté ici. OK? Donc, on va refaire exactement le même exercice. On va tout le temps prendre notre règle. Notre règle va toujours être au niveau, on va aligner le 6 de notre règle à notre point au centre. Puis, on va prendre à 1,5 cm, on va aller inscrire un point. On inscrit tous les points. C'est le même exercice que tout à l'heure. On recommence par en haut. Il a fallu que je tourne ma règle, c'est pour ça que c'était un peu plus long. Puis là, on va les relier de la même manière. Super. Vous
voyez, là, j'ai trouvé ça un peu plus difficile sur le plan. Mais c'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être parfait, parfait, parfait dans le cadre de cet exercice-là. Il n'y a pas de problème. Puis là, comme vous voyez aussi, j'en profite pour faire une pause. Vous voyez ici qu'on va dessiner la cassure ici plus tard. C'était plus simple pour nous, c'est plus simple pour nous en ce moment de faire tout le cercle au complet. Puis là, après, on va localiser les cassures, puis on va effacer la partie qui est manquante. Justement, par rapport à ça, on va aller les chercher tantôt. Je vais aller les chercher. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher la cassure ici. Je l'ai identifiée à 2 cm ici. C'est un peu approximatif. Et ici, à 8 cm, je suis allée me tracer un point ici. J'ai effacé ma ligne ici. Donc, en prenant mon point, je suis allée relier ici pour aller créer la cassure. Ensuite, le second point, je suis allée chercher à 4,5 cm et à 4 cm de hauteur. Je suis allée tracer un point encore une fois. Je vais retirer mes lignes, les lignes que je suis en train de tracer. Parfait. Donc là, on a notre sommet de notre cassure. On va relier le point. Donc, vous voyez de quoi ça a l'air. Puis là, comme vous doutez bien, hop, excusez-moi. On va aller relier jusqu'en bas. Super. Donc là, en ce moment, on a notre cassure de bien illustrer. Là, moi, à ce moment-là, j'ai décidé de tracer ici avec un trait plus foncé. Ça va nous permettre de bien voir l'assiette. Et puis, on va ici effacer les données et on va effacer le cercle de l'assiette dans ce secteur-là et on va mettre une série de pointillés ensemble. Je vais vous laisser le temps de le faire si vous le faites à la maison. On efface. On va faire les pointillés ensemble. Et ça, ces pointillés-là vont nous indiquer justement que l'assiette, à l'origine, avant qu'elle soit cassée, elle avait cette forme-là. Mais le trait plein nous indique que la cassure coupe l'objet et que ce trait-là, ici, qui est en pointillé, est absent de l'objet. Puis j'efface justement le trait pour le décor ici à l'intérieur. Donc, ça aurait l'air de ça. Vous voyez les pointillés sur le côté. On va l'effacer. Moi, à ce moment-là, j'ai décidé d'effacer mes chiffres. C'est toujours plus simple au départ de les faire un peu plus pâles. Mais s'ils sont plus foncés, ce n'est pas très grave. C'est pour vous montrer comment faire. Vous pourrez le répéter à la maison si vous voulez. Super. On efface tous les petits chiffres parce que ces chiffres-là, bien sûr, ne seront pas utiles pour faire le décor. Parfait. Et là, on a quelque chose qui ressemble à ça. Là, j'ai effacé des petits bouts, je recrée, je rattrape. Super. Et puis là, c'est le moment où je vous dis, bien sûr, que je ne suis pas la meilleure en dessin parce que j'ai essayé de refaire le rebord et on va pouvoir le voir ensemble. Super. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'au lieu de faire un décor très, très, très précis pour tout ce qui est le rebord, j'ai décidé de faire une série de fleurs. Parce que moi, pour l'instant, je trouvais que c'était plus intéressant. Si vous voulez à la maison prendre le temps de faire tous les petits détails, je vous invite fortement à le faire. Ça va être encore plus beau, puis je vous invite à me les envoyer, s'il vous plaît. Puis là, ici, vous voyez plein de petites fleurs. Encore une fois, j'ai fait ça très rapidement. Bien sûr, je vous invite à faire ça comme il faut. Super. Ici, on va avancer un peu parce que vous voyez un peu. J'ai décidé aussi de faire une série de petites vaguelettes ici. Vous voyez ici des petites vagues comme ça ici. Et ce qui est le fun avec cette assiette-là, c'est que oui, il y a plusieurs décors, ça a l'air super précis, mais sont un peu différents à chaque côté. Donc, on peut se permettre de faire des erreurs ou d'avoir des formes qui sont un peu plus, un peu moins identiques. Et puis là, vous me pardonnerez, je vous laisse faire le dessin au centre. On va retirer justement tout ça et puis
regarder ce beau dessin-là. Ce que je vous propose à la maison, une fois que vous avez fait l'assiette, le retour, le rebord, une fois qu'on a le décor, vous pouvez à la maison décider de faire votre plus beau dessin. Vous pouvez essayer aussi de recréer cet enfant-là avec le Saint-Bernard. Ça va être magnifique. Mais ce que vous pouvez décider de faire aussi, c'est tout simplement faire votre plus beau dessin à la maison. Vous pouvez dessiner justement une maison, un parc, vous pouvez dessiner des enfants qui jouent, il n'y a pas de problème. Et vous savez quoi? Ça tombe bien parce que cette soucoupe-là fait partie d'un ensemble de vaisselle avec différents types de décors. Et vous pourrez tout simplement dire que cette assiette-là s'inscrit et est comme la sœur de celle qu'on voit en ce moment. Et ce sera votre propre assiette, qui sera encore plus belle même que celle qu'on voit ici, j'en suis certaine. Et là, je vais vous laisser ici bien regarder. On peut voir l'enfant ici qui est placé avec la tête un peu penchée. C'est magnifique. Et puis, c'est ce qui conclut cette belle activité sur les dessins en archéologie. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez fait de très beaux dessins, que vous en avez profité pour sortir vos plus grands talents. J'espère que vous comprenez un peu mieux aussi le métier d'archéologue. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine et j'en profite pour quitter cette capsule en vous rappelant qu'il y a un deuxième atelier jeunesse cet après-midi à 13h qui s'appelle Archéopoubelle et qui sera animé par Laurence Pouliot. Donc, encore une fois, un grand merci à vous, puis on se dit à la prochaine.